Bonjour à tous, on est live, ravi de faire ce lancement avec toi Gabriel. Et ravi aussi d'être là, et bonjour à tous et à toutes. Donc c'est le grand lancement, ça fait près de 2 mois qu'on prépare ça, même un peu plus, parce qu'il y a eu énormément de travail qu'on vient faire depuis ce début d'année, qu'on a imaginé la nouvelle offre plus. Ce lancement, c'est un vrai achèvement, c'est une vraie transformation pour l'agence, parce on souhaite changer d'étape, passer à un nouveau modèle. On va vous présenter ça aujourd'hui avec Gabriel. On va patienter un petit peu le temps que tout le monde arrive, qu'on ait du monde, etc., que les retardataires arrivent bien. Si dans la fenêtre de chat, vous pouvez dire que vous entendez bien, que tout se passe bien, n'hésitez pas à dire coucou. Il y a Victoria à côté de nous qui est là pour répondre et pour suivre ça. Jérémy aussi de son côté. On est tous prêts pour partager ce grand moment avec vous. En attendant, tu peux peut-être nous parler en quelques mots de ton livre. Après, on fera une présentation plus complète, mais je le présente à tous. Gabriel a sorti en mars un livre qui s'appelle Inbound Marketing au quotidien. C'est son deuxième livre sur l'inbound marketing. Le premier s'appelait comment? L'inbound marketing selon la stratégie du Sherpa. Donc, ça a été le premier à écrire un livre sur l'inbound marketing. Et là, il en écrit un deuxième, beaucoup plus pratique, orienté mode d'emploi, avec un certain nombre de nos clients avec lesquels on a travaillé cette année, les années passées, en particulier sur XPM, sur le positionnement. Enfin, il y a un certain nombre de clients auxquels tu fais référence. Donc, une application pratique de l'inbound marketing avec des résultats. Alors, je voudrais aussi dire que vous êtes entouré d'écrivains, puisque, à part mon livre, il y a 2 autres livres qui ont été écrits par Gabriel Dabischwebel. Donc, celui qui va raconter sa vie comme entrepreneur, et aussi un livre plus ludique. Plus pastiche, ouais, voilà, fait avec l'agence. Et où on retrouve d'ailleurs des citations de Gabriel Dabischwebel, de moi-même et d'autres, et avec des photos, je trouve, qui donnent un ton impertinent à l'inbound marketing. Donc, vous voyez, vous êtes entouré de livres. Je cherche une photo de l'équipe, mais vous le reverrez dans le film qu'on a fait. On retrouve ces photos qu'on a fait de toutes les clips en tant qu'agents spéciaux, agents secrets, inspirés par OSS 117. Ça fait partie de notre nouvelle identité visuelle. C'est l'occasion aussi de dire qu'on a monté une maison d'édition au service de nos clients, parce qu'on considère que quand on fait du marketing de contenu, c'est bien de faire des livres blancs, c'est bien de faire des infographies, c'est bien de faire des vidéos, mais faire des vrais livres aussi, c'est un autre produit. Ça peut être vraiment utile dans le cadre d'un lancement, dans le cadre de prospection commerciale. Ça permet de laisser quelque chose à vos clients, de laisser quelque chose qu'il ne va pas jeter comme votre plaquette ou votre carte de visite, quelque chose qui va lire, quelque chose qui va vous permettre de vous faire connaître, de créer une relation plus approfondie. C'est pour ça qu'on a créé cette maison d'édition, et c'est pour ça que, comme d'habitude, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on propose à nos clients. Et donc, j'ai fait un livre aidé pour l'écriture d'ailleurs, mais c'est vraiment mon analyse, une réflexion sur comment réussir à faire croître son entreprise avec différents leviers, que ce soit du développement personnel, mais aussi du marketing, communication et vente, et de la gestion de ressources humaines, enfin tout ce que j'ai dû mettre en application pour en arriver là aujourd'hui et pour espérer aller plus loin demain, entre autres grâce à ce lancement, et c'est l'objet de ce lancement, que de nous faire passer dans notre deuxième étape d'hypercroissance, avec un modèle plus scalable qui peut mieux passer à l'échelle que le modèle artisanal qu'on a jusqu'à présent. Et c'est ça qu'on va évoquer aujourd'hui. Pour vous rappeler le sujet, on va commencer dans encore 1 minute, le temps que tout le monde nous rejoigne. Pour nous rappeler le sujet, ça a l'air de tout bien se passer. Il y a Gaël qui dit « Je n'entends rien ». On entend beaucoup mieux Gabriel que le monsieur à ses côtés. Voilà. Le son n'est pas top. Gabriel, il faut que tu parles. Alors, quel Gabriel? Parce qu'on est 2 Gabriel. Gabriel Chapiro, il faut que tu parles plus fort. D'accord. Aujourd'hui, vraiment, c'est vous donner une analyse selon la stratégie Océan Bleu de notre nouveau positionnement d'agence et pourquoi on a choisi ce positionnement dans un univers concurrentiel qui a beaucoup changé depuis l'âge d'or du marketing, depuis l'âge d'or de Mad Men. On va voir tout ça dans la présentation. Gabriel, pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter. Tu es notre directeur des stratégies au sein de l'agence. Tu as un passé dans le marketing et la com fort et avec une expérience riche. Peux-tu nous faire une petite présentation de ton parcours, de ton expertise en positionnement? Volontiers. Juste avant, je voudrais dire que le livre
est aussi un véritable outil de marketing et que le livre constitue un appât particulièrement intéressant parce qu'un livre se garde alors que d'autres outils comme les livres blancs parfois ne se gardent pas. Donc, sachez utiliser à bon escient le livre comme un outil d'inbound marketing. Alors, personnellement, bon, je suis arrivé à l'agence il y a 2 ans. Effectivement, c'est une agence qui avait comme positionnement l'inbound marketing, un des leaders de l'inbound marketing d'ailleurs. Et dans le cadre de cette démarche, nous avons, avec Gabriel, élaboré un certain nombre de stratégies. Alors moi, je suis plutôt responsable des stratégies en général liées au positionnement, liées à l'identité de marque, qui est en amont de tout ce que l'on fait dans l'opérationnel sur la stratégie digitale. Et effectivement, aujourd'hui, une société doit à la fois se préoccuper au départ de son positionnement et de son identité de marque avant d'élaborer toute la stratégie opérationnelle. Et c'est pour ça qu'avec Gabriel, on a élaboré des actions globales pour des clients de différents niveaux. Et mon rôle ici a été d'apporter justement cette dimension positionnement et identité de marque. Et tu as un vrai passé dans la pub. Moi, tu m'as appris que tu avais fait la pub, c'était Etam ou avec Gotener, qui m'a beaucoup fait rire. Je te trompes. J'ai imaginé, c'est moi qui ai trouvé effectivement le positionnement d'infinitif. Infinitif, c'est ça. Pour conjuguer la pub, pour conjuguer la mode à tous les temps. Et j'avais eu le plaisir de rencontrer Gotener, qui avait d'ailleurs une chanson qui s'appelait Primitif. Voilà, vous savez tout. Et Primitif, on l'a changé en infinitif. Voilà. Je sais pas pour les plus anciens, si vous en rappelez, moi ça m'a animé mon enfance. Quand les campagnes, quand on a un bon positionnement, en général, la campagne marche et en général, la société devient pérenne. En quelques mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Gabriel Dabi-Schwebel, un autre Gabriel, on est 3 Gabriel dans l'agence. Il y a aussi Gabriel Rigalov qui nous a rejoint au commercial récemment. Un petit coucou à lui s'il nous écoute. J'ai fondé l'agence en 2012. C'est une agence qui effectivement a été la première en France à se positionner sur le concept d'inbound marketing. Concept qu'on s'est appliqué à nous-mêmes et qui nous a vraiment permis de croître, de décoller, de nous faire connaître en faisant un article de blog par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc par trimestre, en nous appliquant vraiment à nous-mêmes ce qu'on propose à nos clients. Aujourd'hui, on a 140 000 visiteurs sur notre site, 80 000 abonnés à notre newsletter, 2500 téléchargements de nos livres blancs tous les mois, 4 à 5 rendez-vous jours pris tous les jours par le site pour notre agence à Paris et aussi pour un réseau d'agences qu'on a développé en région et en francophonie avec des agences à Lyon, à Aix, à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse, à Casablanca. Tout ça s'est créé vraiment grâce à l'inbound marketing. Et si on réfléchit aujourd'hui à une nouvelle étape de notre hypercroissance, c'est qu'on arrive à un certain plafond, à un certain seuil sur l'inbound marketing. Le trafic continue à augmenter, mais beaucoup plus doucement qu'au début. Et si on veut passer plus loin, il faut mettre en place ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, avoir une vraie démarche innovante avec plus de commerce. On met en place une équipe commerciale avec plus de consultants et pas dépendre que des quelques rares ressources conseils, en particulier moi ou Gabriel qu'on a aujourd'hui, et aller plus loin et ouvrir les choses en termes de consultants. Et puis avec une mécanique plus flexible dans l'avant-vente. C'est ce qu'on va vous présenter tout de suite. Pour pas vous faire patienter trop longtemps, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous partage un petit film qu'on a créé. Il fait 3 minutes, donc c'est 2 fois 1 minute 30. Il est plus long que ce qu'on l'aurait souhaité, mais c'est quand même un projet dense, compliqué, riche. La fille qui fait la présentation de la vidéo parle même très vite pour essayer de tout caser dans ces 3 minutes 15. Toute notre équipe créa a travaillé pour que ce motion design soit le plus joli possible, le plus cohérent avec notre image, nos couleurs, notre identité visuelle. Victoria va lancer ce film. C'est vraiment l'occasion de découvrir l'offre plus, l'occasion de découvrir ce nouveau modèle. Et puis après, comme promis, on approfondira l'analyse de la stratégie Océan Bleu pour expliquer toutes les évolutions qu'il y a eu entre le marketing dans les années 80, 90 et même 70 au tout début, jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi notre nouveau modèle d'agence, on le pense, s'adapte vraiment à ce qu'attendent les clients aujourd'hui. Vas-y Victoria. Coucou Victoria, donc Victoria Luttrot qui est à l'écran et qui assure le lancement de la vidéo.
assez fort? Oui, normalement. Vous êtes patron d'entreprise, directeur marketing ou commercial, acteur de l'une ou l'autre de ces fonctions, que voulez-vous? Vous voulez croître, vous voulez développer votre chiffre d'affaires, améliorer vos marges, dépasser la concurrence et ne pas vous faire dépasser. Pour cela, vous avez une multiplicité de leviers, proposer de meilleurs produits ou services, créer la différence, mais aussi mieux les promouvoir et mieux les vendre. Il vous faut avoir une communication créative, faire de l'inbound, de l'outbound, de la prospection, améliorer vos processus commerciaux, votre service client. La croissance se cherche avec les dents, tout le temps, partout. C'est un défi de tous les instants, c'est un combat quotidien. Pour vous accompagner dans ce combat, 1 minute 30 a imaginé une nouvelle offre. L'offre plus d'1 minute 30. Une offre innovante qui mixe conseil et service, qui casse les silos entre marketing, communication et vente et qui permet une véritable agilité et un pilotage par les résultats. Avec l'offre plus d'1 minute 30, un consultant en croissance 1 minute 30 est à vos côtés dans le cadre de réunions stratégiques régulières. Il détermine avec vous les actions à mettre en place et évalue vos résultats. Il n'est pas là pour vendre ou défendre sa chapelle, il vous épaule. En effet, avec l'offre plus d'1 minute 30, vous disposez d'un budget de points préétabli à utiliser avec votre consultant pour toutes vos actions marketing, communication et vente. Création graphique, production de contenu, relations presse, influenceur ou community management, événementiel, pilotage de campagnes traditionnelles ou digitales, création de sites ou paramétrage d'outils. Avec l'offre plus d'1 minute 30, vous ne fixez plus en début d'année votre plan d'action marketing pour toute l'année. Vous n'avez plus à choisir une fois pour toutes comment allouer vos budgets marketing, communication et vente. Avec l'offre plus d'1 minute 30, vous gardez de l'agilité. Vous vous adaptez aux circonstances en étant accompagné par le bon consultant et la bonne équipe. Nous vous le garantissons. Car pour rendre cette offre possible, nous avons réinventé le métier d'agence. Nous l'avons sorti de l'artisanat pour le moderniser. Nous avons été chercher ce qui se faisait de meilleur dans les agences de communication, la créativité, dans les sociétés de conseil, le professionnalisme et chez les startups, la digitalisation des processus. Ainsi, en partenariat avec le MBA MCI de l'Institut Léonard de Vinci, le meilleur MBA digital de France, nous avons mis en place une formation certifiante pour nous assurer que tous nos consultants, au-delà de leurs expériences antérieures, partagent les mêmes outils et méthodes et soient vraiment polyvalents sur tous les leviers du marketing, de la communication et de la vente pour mieux vous challenger et mieux challenger vos résultats. Nous avons aussi réuni et sélectionné une communauté d'experts, créatifs, rédacteurs, attachés de presse, développeurs, formateurs, etc. avec lesquels nos consultants vont travailler pour réaliser parfaitement vos actions de marketing, communication et vente et minimiser le nombre d'allers-retours. Pour coordonner le tout, nous avons mis en place une plateforme. Une plateforme pour nous assurer que les processus soient suivis, que les délais soient respectés et que les objectifs soient atteints. Nous aussi, nous souhaitons atteindre l'hypercroissance en vous satisfaisant et en nous appliquant à nous-mêmes ce que nous recommandons à nos clients. C'est ce que nous faisons depuis 2012 et que nous continuerons de faire avec vous. Pour en savoir plus sur l'offre plus d'1 minute 30, contactez l'agence 1 minute 30 proche de chez vous. Et pour passer en hypercroissance, lisez le livre Croître ou mourir, il faut choisir. 14 étapes pour sortir du rang et passer en hypercroissance dans toutes les bonnes librairies ou sur hypercroissance.fr. Voilà, on est de retour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça a été assez clair. Ça a pris un peu de temps, on le sait. L'idée, c'est vraiment qu'on lance une nouvelle offre complètement packagée, qu'on a appelée l'offre plus, qui permet à toutes les étapes d'un projet, que ce soit la co-conception, donc le moment où on crée la stratégie, la coproduction, le moment où on met en place les outils, et le copilotage, tout l'accompagnement pour être vraiment à vos côtés, piloté par les résultats et être dans une vraie mécanique de marketing agile qu'on va vous présenter plus en détail demain, pour être vraiment à vos côtés en permanence avec nos consultants et avec de la flexibilité, avec ce système de points qui permet d'ajuster en permanence votre plan d'action et de ne pas être dans quelque chose qui va être figé en début d'année et sur lequel on ne va pas pouvoir itérer sans faire des avenants, etc. Ça, c'est la vraie nouveauté. Et pour ça, on a fait, et pour en arriver là, c'est le fruit d'une vraie réflexion sur les attentes du client, en particulier le conseil, en particulier l'agilité, attentes auxquelles on ne répondait pas jusqu'à présent en tant qu'agence, attentes auxquelles les agences ne répondent pas vraiment, et puis aussi tous les défauts liés aux mécaniques d'agence, à savoir les compétitions qui coûtent beaucoup d'argent aux agences, qui coûtent finalement aussi beaucoup aux clients parce qu'ils ne sont pas très bien traités suite aux compétitions. On va vous présenter tout ça dans le document qu'on va présenter avec Gabriel, qu'on a construit. Si vous avez des questions, le cas échéant, suite à cette vidéo, c'est peut-être le moment pour les évoquer et en faire une pause avant d'attaquer plus largement la présentation. Il y a des questions, tout va bien? Les gens aiment bien la vidéo?
J'ai pas eu de commentaire. T'as pas eu de retour non plus? C'est obligé que les Indiens ça vienne. Allez, alors comment on met la présentation? Alors je m'en occupe. C'est toi qui t'en occupes, super. Dis-moi si c'est bon. On la voit, ouais. Parfait. Donc, comme vous voyez, nous allons bientôt vous parler d'Océan Bleu. Nous allons vous inviter à, évidemment, partager avec nous ce nouvel océan pour sortir de l'océan rouge. Juste un mot sur l'Océan Bleu. C'est une réflexion qu'a eue Chan Kim, qui est aujourd'hui très connu, un livre très très bien vendu, le Blue Ocean Strategy. On oublie souvent son assistante, qui a aussi été participante à ce livre, qui s'appelle Renée Mauborgne. Alors on aime bien la citer, c'est une Canadienne du Québec. Et donc voilà, ils sont tous les deux à avoir imaginé une nouvelle stratégie pour les entreprises qui veulent justement sortir de l'océan rouge. Alors, pour vous donner, c'est toi qui fais l'avancement, super. Ouais. Pour vous donner une petite vision de la manière dont va se dérouler cette présentation, qui va durer à mon avis 30-35 minutes, on va d'abord commencer par un rappel historique de qu'est-ce qui a fait le succès des agences à l'époque de Mad Men, à l'époque de l'âge d'or, et pourquoi les agences ont été un business florissant, pourquoi aujourd'hui ça l'est moins. Et c'est vrai que depuis la fin des années 90 et puis le digital dans les années 2000, c'est beaucoup plus compliqué. Entre autres parce qu'il y a des nouveaux besoins, de nouveaux acteurs. On va analyser tout ça pour arriver vraiment au travail sur la matrice ERAC et le canevas stratégique qui sont propres, qui sont des outils propres à Shamkin et au livre La stratégie Océan Bleu, et on va regarder cette différence de positionnement pour notre nouveau modèle d'agence. Et c'est une vraie application de cette stratégie Océan Bleu qu'on va vous présenter. Petit rappel historique, je te laisse passer la main. Vous connaissez tous Mad Men, c'est une série phare, culte sur les premières agences, sur les années 70. Et c'est vrai qu'à cette époque, c'était vraiment un âge béni. C'était l'Eldorado des agences. Voilà, tout à fait. Une époque que tu n'as pas complètement vécue. J'en ai vécu vers les 90, mais effectivement, c'était une année où les budgets publicitaires étaient déjà prédéterminés en début d'année. Alors, il fallait les dépenser, et quand on arrivait à la fin de l'année et qu'on n'avait pas dépensé, investi le budget publicitaire, eh bien, les sociétés exigeaient de l'agence qu'il y ait des investissements faramineux au mois de décembre pour tenir compte du budget qui a été alloué. C'est un peu comme à l'armée. Donc, vous avez tourné les camions dans la cour pour dépenser le budget en essence. Voilà, c'était la même chose. On faisait passer des annonces de publicité dans n'importe quel support pour pouvoir finir le budget de communication. Alors, ça a duré jusqu'aux années 92. C'est assez amusant, enfin amusant, c'est pas le terme, mais il y a une date un peu mythique qui a terminé cette période. C'était la guerre du Golfe en 92, et ensuite est arrivé les cost controllers, est arrivée ensuite une loi qu'on appelle la loi Sapin, donc nous verrons. On va l'évoquer, Victoria. Si on rentre un peu plus en détail de cet âge d'or, c'est très bien expliqué dans le livre La vache pourpre de Seth Godin. La vache pourpre, qui est un livre qui est une vraie inspiration pour moi. C'est aussi la couleur de l'agence qui vient de ce bouquin de Seth Godin, qui est le pape du permissive marketing. Un livre qu'il a écrit au début des années 2000, hyper intéressant. Et entre autres, il décrit le complexe TV industriel et qui montrait cette mécanique vraiment qui était un cercle vertueux pour tout le monde entre la grande distribution, les médias, les agences, etc. C'était un cercle où on achetait de la pub pour rentrer dans la distribution. Plus on achetait de plus on avait d'espace dans la grande distrib, et plus on vendait de produits, parce que, on était dans les 30 glorieuses. On était dans les 30 glorieuses, et puis tous ceux qui vendaient des produits de grande consommation, que ce soit Procter & Gamble, très connu, Danone, enfin tous ces gros annonceurs, étaient très friands de pub, parce que la pub faisait de la vente. Quand on vendait plus, on avait plus de marge, et quand on a plus de marge, on avait plus d'argent pour remettre dans la pub. Et tout ça formait un cercle vertueux avec un seul canal, la télé, de médias et de communication, et un seul canal de distribution, la grande distribution. Et comme ça, la télé, les agences, les annonceurs et la grande distribution avaient ce cercle vertueux. Et au passage, les agences prenaient un pourcentage du budget publicitaire, qui en faisait un métier très lucratif. Dans les années 90, par exemple, moi j'ai traité un budget de lessive, qui était le budget d'âge, et Procter & Gamble n'avait qu'un seul média, la télé. Et ça marchait très bien. Même si l'annonceur payait un peu plus cher parce que les agences prenaient des marges importantes, tout le monde était content
parce que toute cette mécanique était marchait bien. très efficace. Et évidemment, les régies étaient contentes et les supports étaient contents parce qu'ils avaient aussi, tout en faisant des ristournes, ils avaient quand même un volant de publicité énorme. On passe à la suivante. Donc à cette époque-là, il y avait déjà des compétitions. Il y avait toute cette mécanique qui a été mise en place et qui perdure aujourd'hui de Big ID, l'idée créative, l'idée forte. Les annonceurs consultaient 3-4 agences et puis regardaient l'idée la plus créative. Et derrière, toute la campagne était portée, déclinée autour de cette idée créative, avec une réalité, c'était que les budgets médias étaient tellement importants que le retour sur investissement d'une compétition était faramineux. Et donc, on pouvait prendre le risque d'investir en compétition parce que ce qu'on allait gagner derrière était vraiment très important. Aujourd'hui, et on a des chiffres de la ACC, donc l'association des agences conseils en communication auquel 1 minute 30 appartient, on est dans une situation beaucoup plus complexe où le budget des compétitions est en baisse. Il y a une baisse forte en 2008 et 2010, il y a encore une baisse forte en 2010 et 2017. Il y a de plus en plus d'agences qui sont mises en compétition et des durées de compétition qui sont avec un délai qui est encore réduit. Donc l'investissement pour une agence est lui beaucoup moins rentable parce qu'une agence se retrouve dans une situation où elle investit plus sur des compètes et elle a moins de retour parce que les budgets sont beaucoup plus faibles. Et effectivement, c'est le digital qui a entraîné cette transformation qui est devenue une véritable révolution. Effectivement, c'est ce qu'on va voir par la suite. Il y a deux raisons à ce changement, Victoria. La première, c'est celle que tu as évoquée tout à l'heure, c'est la loi Sapin, qui a fait en sorte qu'il y ait plus de transparence sur les budgets médias, sur le coût réel du média, et donc les agences ont pu moins profiter de l'opacité pour avoir des marges plus importantes. Et ça date dès 93, ça a été un premier tournant. C'est pas ça qui a changé vraiment le business model, mais c'est la première pierre dans une brèche dans le modèle passé. Dans un sens, oui, parce qu'il y avait beaucoup d'agences qui ne vivaient que sur l'achat média et qui ne faisaient rien d'autre que d'acheter des médias. Donc, il y a eu toute une série d'agences qui, malheureusement, ont énormément souffert de cette loi de la transparence. Le deuxième changement, c'est ce que tu viens d'évoquer, Victoria. C'est vraiment le digital qui a amené une fragmentation totale des budgets. On le voit aujourd'hui, le digital web marketing, c'est sur le camembert de gauche, représente un budget plus important que la télévision aujourd'hui. Ça a dépassé la télévision il y a 1 ou 2 ans. Et puis quand on va dans le web marketing, c'est pas un seul budget, ce serait trop facile. C'est pas du tout le même côté hégémonique que la télé. C'est plein de petits budgets fragmentés entre l'emailing, entre AdWords, entre Facebook, entre le display, entre les mécaniques inbound, etc., etc. Donc, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe, qui a beaucoup moins cette boucle facile de rétroaction que présentait Seth Godin. On est dans quelque chose où c'est beaucoup plus fragmenté, ça demande aussi beaucoup plus d'expertise et beaucoup plus d'analyse. Et de mon point de vue, et c'est ce qu'on va voir, la mécanique de la compétition est plus du tout adaptée à cette expertise-là et puis à ces budgets qui sont fragmentés, qui font que le retour sur investissement de la compétition est beaucoup plus faible. Et il faut avoir une expertise vraiment pointue parce qu'effectivement, entre un community manager, un développeur, un créatif en digital, et puis toutes les actions que vous voyez à droite sur le camembert, eh bien, effectivement, on n'est plus dans le même paradigme. Victoria ? Donc voilà, face à ce tournant, on est vraiment dans une logique où le début des années 2000 et depuis 2010 et tout, les annonceurs ont été plus en recherche de spécialisation, ce qui fait que les agents 360 qui se sont créés, qui se sont installés au moment de l'âge d'or du marketing et de la pub ont été en perte de vitesse parce qu'elles n'ont pas su s'adapter à cette spécialisation, elles n'ont pas su trouver aussi rapidement les bons experts, les bonnes expertises sur le digital. De facto, les clients étaient en méfiance vis-à-vis d'elles. Et elles ont perdu une forme de positionnement de leadership qu'elles avaient acquise. Elles restent un peu incontournables pour tout ce qui est action de télé. Et il n'y a pas eu une multiplication de petites agences sur la télé. Mais tous les budgets plus digitaux sont partis sur des agences spécialisées comme la nôtre autour de l'inbound marketing ou comme d'autres agences que vous connaissez sûrement sur des expertises propres à chacune de ces agences. Les agences spécialisées ont gagné des parts de marché.
elles ont recruté des bons talents, elles affirment une autorité sur le marché, elles apportent plus de flexibilité dans les choix de développement, mais par contre, elles créent des silos, et moi, ça c'est le côté que je trouve un peu désagréable avec la spécialisation, c'est que le rôle de coordinateur de projet, de conseil d'une agence qu'elle doit porter un peu au global vis-à-vis de son client est un peu perdu parce qu'on passe dans chacun est expert de son expertise, l'inbound, l'outbound, l'achat média sur AdWords, l'achat média sur Facebook, l'emailing. Et donc, le client se retrouve avec la responsabilité d'arbitrer entre les différents leviers, de gérer des projets, de gérer plein d'agences qu'il doit coordonner avec malgré tout plein de choses qui doivent être en commun, comme le positionnement, parce que c'est pas parce qu'on a un canal différent que le positionnement doit être différent. Et on se retrouve dans une complexité forte pour les clients et pour les agences aussi. Et dans cet esprit, effectivement, si tu peux cette multi-spécialisation crée des relations plus difficiles avec les clients. Et des budgets plus faibles. Victoria, si tu peux passer à la suite. Voilà, effectivement, c'est ce que je vous indiquais. On a une forme d'insatisfaction des clients parce que, ce que je vous le disais, face à la fragmentation, il y a moins d'accompagnement, moins d'arbitrage de la part des agences. Chaque agence va essayer de tirer la couverture de son côté en disant il faut plus d'inbound, il faut plus d'outbound, il faut plus de RP, il faut plus de AdWords, et l'autre qui dit il faut plus de Facebook, etc. Des résultats qui sont plus durs à trouver, une recherche de nouvelles solutions de facto, à travers tout ça, une perte de polyvalence, une perte de maîtrise budgétaire, parce que c'est plein de budgets différents qui sont alloués en début d'année et qui ne changent pas. Une qualité de service plus compliquée parce que selon les agences, il faut avoir une relation différente, etc. Ce que dit, et je ne vois plus qui c'est, Guillaume Dugard, je ne sais plus, de l'annonceur, mais nous n'arrivons pas à travailler avec les agences comme avant. Toutes leurs étapes et les process ne permettent pas d'appréhender le temps réel, tout se fragmente. Mais les structures ne bougent pas. On est vraiment dans une difficulté relationnelle entre agence et annonceur, une relation qui, de mon point de vue, qui venait pas du marketing et de la com, que j'ai trouvé quand même très difficile à vivre, très tendue, avec pas toujours le respect qu'on pourrait attendre de nos clients par rapport aux prestations qu'on réalise, par rapport au travail qui est fourni par les équipes. On est quand même souvent dans des relations très exécutants, enfin d'exécution, avec une dimension très subjective. Ça vient du fait, selon moi, c'est que cette démultiplication de services et de fournisseurs fait que le client a davantage avec lui des fournisseurs que des partenaires. Et donc, la relation n'est pas égale. Et on n'est pas dans une relation, effectivement, d'égal, de qualitatif, d'expert, de conseil. Et nous, ce qu'on veut vraiment réintroduire, c'est la notion de conseil aux côtés des annonceurs, aux côtés de nos clients, et conseil qui ne soit pas juste conseil sur l'inbound uniquement, mais conseil global pour, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, pour vraiment être aux côtés du client dans toute sa problématique de croissance et réellement réussir à mettre en œuvre une stratégie de croissance, j'en profite pour mettre le livre de Gabriel, une stratégie de croissance qui soit propre aux deux. Je vais voir si en faisant tenir le dos, j'y serai bien. Voilà, super. Ça tiendra jusqu'au moment où ça tiendra. Victoria? Oui. Et voilà. Ça n'a pas tenu très longtemps. C'est la grosseur du livre. Ouais, il est plus costaud. Il y a beaucoup plus de pages. Donc, en parallèle à ce changement, à cette évolution des besoins, il y a un autre phénomène qui intervient, c'est qu'on a des nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché de la communication et des agences. Les cabinets de conseil, on en a beaucoup parlé, et c'est vrai qu'ils font beaucoup d'acquisitions d'agences plus petites, etc. Et avec cette notion que conseil, communication, business sont des choses qui sont très étroites, et moi je pense qu'ils ont raison. Il y a aussi ces nouvelles plateformes d'intermédiation, les Créads, les Malte. Ah, il y a un petit E à Malte qui ne devrait pas être là. Je ne l'avais pas vu. C'est Malte sans E, c'est comme le houblon. Upwork, le géant américain. Ces plateformes-là mettent à disposition des clients des ressources qualifiées, de bonne qualité, notées par les autres, un peu dans le principe de l'ubérisation. Et puis, j'analyse aussi un autre acteur, ce sont les ESN ou les SS2I. Ils sont pas vraiment dans le domaine du marketing et de la com, mais ils ont un business model qui est hyper facile, c'est qu'ils vendent des hommes au jour. Et ils vendent des produits. Et ils vendent, des produits à travers ces ESN et ces bonhommes.
avec beaucoup moins de coûts d'avant-vente qu'on en a, nous, au niveau des agences. Et c'est vrai qu'on a analysé ces différents acteurs pour faire le canevas stratégique que Gabriel va vous présenter sur la fin. Un petit mot sur les plateformes d'intermédiation. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai beaucoup regardé. Les Malk, les Créads, moi, je trouve que c'est des modèles très intéressants. Mais pour moi, elles ne font pas le travail d'une agence. Quand on regarde et quand on analyse ce que fait une agence, il y a 3 métiers. Il y a le métier du conseil qui, pour moi, est critique et clé. Il est là, le consultant. Le conseil de l'agence est là pour accompagner le client, lui donner des directions, le challenger, l'accompagner, enfin vraiment chercher à trouver la croissance, à trouver les bons canaux pour y arriver, à faire des arbitrages. Et ce métier de conseil, on ne l'a pas directement dans les plateformes. Il faut trouver le cas échéant le bon consultant, et il y en a quelques-uns qui sont présents. Mais il n'y a pas ce rôle de conseil. L'autre rôle qu'on ne retrouve pas dans les plateformes, c'est vraiment un autre élément clé d'une agence, c'est toute la gestion de projet. On va définir une campagne, on va définir un plan d'action. Ça va inclure de l'éditorial, ça va inclure des outils, ça va inclure de la vidéo, ça va inclure plein de leviers. Et l'agence, elle est là aux côtés du client pour faire cette gestion de projet, pour s'assurer que les plannings soient respectés, que les temps soient, que les interactions soient faites. C'est vraiment un entrepreneur, quelqu'un qui coordonne tout ça. Et après, il y a l'exécution pure, où il faut faire la vidéo, rédiger une infographie, paramétrer AdWords, paramétrer Google Analytics, etc. Et finalement, les plateformes, elles ne sont que là, que sur l'exécution. C'est des bons outils pour trouver des exécutants de qualité, ça faut le reconnaître, mais c'est pas des bons outils pour se décharger vraiment de la problématique marketing, communication, vente, parce qu'il n'y a pas de gestion de projet, parce qu'il n'y a pas de conseil. L'offre plus, qu'on vous l'a présentée, telle qu'on va approfondir cette présentation aussi demain et dans les webinaires qui suivent, elle est vraiment là pour vous offrir et pour offrir aux clients ces 3 aspects, conseil, gestion de projet et exécution, dans un seul package. Pour moi, c'est une vraie nouveauté. Et pilotage, qu'on va retrouver là-dessus. Victoria ? Voilà, on arrive dans le détail de la démarche Océan Bleu. Alors effectivement, Gabriel Dabiche-Lebel a, je crois avec raison, voulu associer l'offre plus à cette stratégie Océan Bleu dont vous voyez le livre que je vous recommande parce que c'est quand même un must dans le monde du management et dans le monde de l'innovation. Et la stratégie Océan Bleu repose sur 2 grandes méthodologies. L'une que l'on appelle la matrice de Shamkin, RK, donc nous allons voir dans quelques instants ce que cela signifie, et le canevas stratégique, c'est-à-dire c'est justement la recherche du positionnement et de la différenciation. C'est surtout ça qui est important, la différenciation d'une offre par rapport à d'autres offres pour justement, selon Shamkin, entrer à Océan Bleu. Alors, la méthodologie, vous le voyez écrit, c'est d'abord visualiser le positionnement d'entreprise dans la mesure où il est différent. Ensuite, explorer les différentes pistes qui, grâce à cette matrice RK, va se émerger. Et puis, arriver à une offre globale pour que ce positionnement devienne vraiment innovant. C'est, comme le dit Shamkin, ça c'est la phrase de Shamkin, sortir de l'océan rouge de la concurrence pour trouver un espace vierge. Alors, en résumé, l'Océan Bleu, voilà, part de relancer l'activité d'un marché, et vous avez des cas, je pense à Apple, je pense à Microsoft, qui ont trouvé de nouveaux marchés avec de nouvelles technologies, qui étaient sur des marchés hyper concurrentiels. Il y avait Nokia, qui avait été très en forme à une époque. Il fallait, mais avec une idée qui est très intéressante, c'est ne pas lutter contre la concurrence, mais justement ne pas affronter la concurrence. On pense souvent qu'il faut aller bille en tête contre la concurrence. Et pas du tout. Il faut laisser la concurrence là où elle est pour trouver justement un marché vierge. Et puis alors capturer une nouvelle demande. Et donc et ça, intuitivement, moi, c'est vraiment ma philosophie, sans même avoir lu l'Océan Bleu. Moi, je suis pas d'une nature compétitive, je cherche pas à aller m'attaquer, à être le premier sur tel truc, etc. Moi, intuitivement, j'ai vraiment cette idée de me dire, tiens, je vais là où il y a moins de concurrence, on est moins en compétition, on peut faire sa place, on peut être je sais plus qui disait ça, mais plutôt que d'être le premier, vaut mieux être le seul. Et c'est ça qui est important, d'être le seul sur son marché, ça rend, on devient par nature hégémonique, central, et quitte à après changer, évoluer quand le marché devient de lui-même un océan plus rouge et que la compétition augmente, on continue
à amener tout le monde à suivre et à créer son océan. Moi, c'est vraiment ma philosophie. D'où d'ailleurs le succès de Seth Godin au début, qui a un grand succès, qui est un des auteurs les plus lus, avec le marketing de la permission, qui était l'antichambre en fait de l'inbound marketing, qui était aussi une nouvelle approche du marketing et qui a permis d'être différent. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. On a été les premiers sur l'inbound en France. Maintenant, on évolue, on travaille plus sur la croissance, on a cette nouvelle offre et on laisse je ne veux pas laisser le champ libre de l'inbound, mais on pense que les choses ont changé. L'inbound arrive à une certaine maturité aussi, ça devient plus compliqué. Je l'ai écrit dans un article, on l'a mis aussi dans notre nouveau livre blanc inbound. Pour moi, l'inbound marketing qui était le must-have et le truc à faire systématiquement, enfin le levier à utiliser systématiquement pour une entreprise en 2012 quand on s'est créé, parce que le terrain était complètement vierge. Et moins un must-have, ça reste toujours très performant, mais il faut vraiment évaluer la concurrence. Typiquement aujourd'hui, si on veut se lancer dans le domaine du marketing, faire de l'inbound pour exister, c'est beaucoup plus compliqué qu'en 2012 quand je me suis lancé. Aujourd'hui, il y a des acteurs comme 1 minute 30, mais on a aussi des confrères, etc., qui fait que tous les mots-clés dans Google sont occupés, sont pris, et il faut imaginer une nouvelle stratégie de contenu ou payante pour émerger. Il y a encore de la place pour émerger, ça c'est certain, mais c'est peut-être moins par l'inbound que par d'autres canaux qu'il faut inventer, imaginer, dans un marché où, d'un point de vue référencement naturel, tous les mots-clés du marketing sont bien trustés par 1 minute 30 et ses confrères. Et donc, effectivement, de trouver un nouveau marché. Victoria. Alors, voilà la fameuse matrice ERAC. Alors, vous allez voir chaque mot apparaître. Je vais vous le dévoiler. Dans exclure avec le mot E. Ensuite, vous allez avoir le R, c'est renforcer. Le A, c'est atténuer. Et le C, c'est créer. Donc, effectivement, lorsqu'on veut entrer en océan bleu, on se doit de mettre en œuvre ces 4 territoires. Donc, vous voyez le premier, il faut exclure, quand on veut trouver un océan bleu, les éléments qui ne marchent pas. Alors, effectivement... Et ce qui est intéressant, c'est que les éléments dans la stratégie océan bleu sont pas tous de même nature. On peut les choisir, on va analyser une offre, on va analyser un marché avec plein d'éléments, que ce soit des éléments internes, externes, liés au marketing, à la vente, à la communication, etc. Faire cette analyse-là et vraiment se dire, tiens, qu'est-ce que je garde dans ma nouvelle offre, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je renforce, comment je la repackage. En stratégie océan bleu, les quelques modèles qui sont très forts, c'est celui des compagnies aériennes low cost. Ça a été l'un des cas le plus classique d'analyser est-ce que les repas en servi en vol, on les garde, on les exclut, on les renforce, on les rend payants. On analyse comme ça toutes les étapes de la chaîne de la valeur, toutes les étapes de l'expérience client de l'utilisateur. On liste tout ça et on ajuste vraiment ce qu'on veut garder, renforcer, etc. pour créer une offre qui soit différente et qui soit pas celle antérieure. Il y a une analyse de stratégie océan bleu aussi très connue sur le vin, où on a exclu la notion de château pour aller vers la notion de fruité, de ce genre de choses, et plus parler de cépage, par exemple. Il y a un succès même considérable, qui est une histoire que je cite dans mon livre, c'est Accor. Justement, Accor Hôtel a justement évalué la chaîne de valeur. Il y a 6 étapes, vous voyez, chez Accor. Et Accor, qui était l'hôtel un peu avec le Novotel, un peu classique, s'est complètement transformé et a élaboré un marketing de l'offre qui justement les fait passer d'océans rouges classiques à des océans bleus bien signifiants, avec des hôtels boutiques, avec des hôtels de grand luxe, avec différents thèmes, mais ils ont élaboré cette chaîne eu égard avec les plus-values qu'ils voulaient mettre en avant. Donc là, vous voyez, je laisse Gabriel parler sur donc les 3 effectivement, thèmes. quand on cherche à exclure, nous on va chercher à exclure l'hyperspécialisation. Moi je considère qu'une agence doit retrouver un rôle de conseil multilevier, en tout cas une agence pour des clients qui n'ont pas des services marketing de dizaines voire centaines de personnes. Elles peuvent pas gérer plein d'agences spécialisées sur un sujet. Quand on a un patron d'entreprise en face de nous, une direction marketing d'une petite dizaine de personnes ou moins, ils ont besoin d'un interlocuteur unique. Et moi, je crois que c'est important que cet interlocuteur unique soit capable de les accompagner sur tous les leviers de la croissance, marketing, communication et vente. Le deuxième aspect, c'est la compétition entre agences. Moi, je crois que c'est vraiment, et on l'a évoqué, quelque chose qui
fait perdre la valeur à tout le monde, ça fait perdre la valeur aux agences parce que quand on est en compétition, on va en gagner 1/4, 1/5, que dans la compétition, on met toute la valeur du conseil gratuitement, d'un conseil qui aura été fait tout seul en plus, en chambre, sans le client, donc qui par nature, s'il n'est pas fait avec le client, ne peut quand même 9 chances sur 10 de taper à côté. C'est comme au loto, d'être un peu du temps perdu. De vraiment brader ce qui a le plus de valeur et de se retrouver dans une situation où une fois qu'on a gagné, il faut rattraper toutes les situations où on a perdu et c'est là que le client perd parce que c'est vendu, donc c'est vendu plus cher avec des honoraires qui sont très importants et qui vont au-delà du travail produit dans cette compétition-là parce qu'il faut rembourser les 4 précédents perdus. Et puis derrière, dans un truc où on déroule un plan qui a été créé tout seul dans un coin avec un effet tunnel ex nihilo et qui souvent, de fait, n'est pas réajusté, n'est pas réorienté en fonction des résultats. Là, j'ai vu une question de Sébastien, j'en profite pour y répondre. Penses-tu qu'il est possible d'avoir un business model basé sur les résultats quand on est une agence? Alors, c'est très compliqué, je l'ai beaucoup cherché, ce business model basé sur les résultats, parce que les résultats ne dépendent pas que de nous complètement, parce que définir quels sont les résultats, c'est compliqué. Il y a des métiers qui se prêtent beaucoup plus. Nous, on a des clients qui travaillent sur les aides et les subventions, les crédits d'impôt recherche. Là, les résultats sont hyper faciles à connaître. On sait combien on a économisé en impôts, on sait combien on a obtenu en crédit d'impôt. Donc, dire je prends 25, je prends 30% du crédit d'impôt, c'est facile. Pour une agence, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plein d'autres facteurs. En revanche, sans aller vers indexer le chiffre, les honoraires aux résultats, on peut vraiment créer, et c'est ce qu'on met en place dans l'offre plus, un pilotage par les résultats. Dire que c'est le rôle du consultant avec son client de regarder les résultats, de les analyser et d'ajuster la stratégie en fonction des résultats pour aller chercher les meilleurs résultats en permanence. On n'indexe pas les honoraires là-dessus parce que c'est trop compliqué et ça marche pas et c'est une source de contentieux. En revanche, c'est au cœur de la prestation que d'être dans ce pilotage par les résultats et dans un vrai travail pour que le client obtienne des résultats. Et c'est que parce qu'il obtiendra des résultats qu'il y aura fidélisation, réengagement de ce travail en commun, de conseil. Et c'est vraiment le conseil qui fidélise. C'est pas la compétition au démarrage et l'exécution d'un plan d'action par des chefs de projet, aussi bons soient-ils. S'il n'y a pas en permanence, tout au long du projet du conseil, on perd une relation et le client refait une compétition l'année suivante. Et c'est le cercle vicieux qui s'inscrit. Et donc, il y avait le troisième point. Dernier point, c'était le rôle polyvalent du commercial, closing, marketing, communication. Ça, je vous invite à lire le bouquin, à réfléchir sur les nouvelles logiques d'SDR, etc. Nous, on croit que le rôle du consultant, du commercial peut se scinder, qu'il peut avoir des gens qui sont en charge de la prospection et dont le rôle, c'est de détecter des opportunités, des gens qui sont en charge du closing et qui sont des account exécutives et dont le rôle, c'est de vraiment trouver le bon package pour les clients, le bon deal, et après des gens qui sont en charge du success, on parle des Customer Success Management, le manager, et ça, c'est un peu le rôle du consultant qui est là pour accompagner le client dans sa réussite, dans sa croissance et dans son succès. Victoria? Alors, atténuer, c'est-à-dire que quand on recherche l'océan bleu, la société a déjà un passé, la société a déjà une expérience client, comme on dit, une expérience utilisateur. Et donc, effectivement, il faut savoir supprimer, réduire, simplifier et ne garder que les éléments, tout en les atténuant, qui semblent les plus différenciateurs. Alors, il y a un certain nombre de points. Évidemment, 1 minute 30 était polarisé, focalisé sur l'inbound marketing, mais elle a évolué. Effectivement, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Nous, on souhaite ne pas être, on reste leader sur l'inbound marketing, mais on ne propose plus, on ne propose, Pas uniquement. On ne propose pas uniquement de l'inbound marketing. On est vraiment là, et c'est ce qu'on dit, on veut casser les silos entre marketing, communication et vente. On veut être un vrai conseil pour nos clients pour aller trouver la solution. De temps en temps, ce sera des relations presse, de temps en temps, ce sera des relations influenceurs, de temps en temps, ce sera un mix, de temps en temps, ce sera de l'inbound. Il faut, en fonction du moment, de la conjoncture, de la concurrence, savoir arbitrer entre les leviers du budget, bien sûr, parce que si on a un budget très important, on peut tout faire, et il faut tout faire, parce que rien n'est exclusif. Mais quand on a un budget plus faible, il faut arbitrer, il faut aller chercher là où on va trouver le plus de performance, et ce ne sera pas la même chose en 2012 qu'en 2018, ou pas la même chose en début d'année 2018 qu'en fin d'année 2018.
Il y a aussi plein de choses qui changent sur les réseaux sociaux, par exemple. Si vous m'avez suivi depuis longtemps, j'ai fait un vlog en début d'année, enfin dès septembre 2017, qui a très bien marché. Entre-temps, LinkedIn a baissé le reach énormément des vidéos natives. Le vlog est beaucoup moins performant et je me pose réellement la question de savoir si je vais le continuer l'année prochaine parce que l'audience a beaucoup diminué de par l'algorithme et pas de par la qualité de mes vidéos, enfin je crois pas. Donc voilà, il faut savoir arbitrer. Facebook, pareil, a changé beaucoup de choses à son algorithme, à son modèle économique. Là où c'était hyper intéressant de faire de la pub sur Facebook, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui parce qu'elle est beaucoup plus chère. Donc il faut en permanence essayer de comprendre le marché, de l'analyser, de regarder ce que fait la concurrence aussi parce que malgré tout, elle est là, et s'ajuster. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut inscrire dans notre nouvelle offre, c'est cette agilité, cette capacité dans un budget maîtrisé à rester agile, à rester flexible et à rester conseil aux côtés de nos clients. C'est ce que je viens de dire là, le dernier atténuement, c'était la ritualisation des actions. C'est super de faire un plan d'action en début d'année qui dit qu'on va faire X articles de blog, X vlog, X infographie, etc. Mais si un des leviers ne marche pas, il faut être capable de faire évoluer, de faire casser, de réarbitrer les budgets, de retrouver les bonnes solutions. Disons que ce n'est pas un schéma préétabli. Alors le troisième point est très important, car avant celui de créer, renforcer. Alors effectivement, toute société a des plus-values reconnues, a déjà un positionnement, on ne part pas de rien. Et donc effectivement, sur ce positionnement, et en particulier l'inbound marketing, eh bien 1 minute 30 va renforcer un certain nombre de points. Donc voilà, on veut renforcer le lien entre l'inbound et l'outbound, ce qu'on faisait déjà, mais aller plus loin. Renforcer le rôle du conseil stratégique. Ça, c'est vraiment clé. Il faut que le conseil soit présent tout au long du projet. Et un exemple que je disais souvent, c'est que avant notre nouvelle offre, j'essayais de proposer aux clients du conseil. Après, on fait toujours du conseil au démarrage parce que ça fait longtemps qu'on fait plus de compétition. Donc, on fait de la co-conception, on fait des ateliers, on définit ensemble le plan d'action. Et c'est vrai qu'auparavant, à la fin de l'atelier, on définissait ce plan d'action, il y avait de l'exécution de notre côté et je proposais du conseil en plus. Et les clients disaient non, on a bien compris, on ne veut pas de conseil. Donc, il n'y avait plus que de l'exécution et des chefs de projet qui déroulaient X articles de blog par jour, X infographie, X campagne AdWords, etc., etc. Et en fin d'année, parfois, on avait des clients qui nous quittaient, et on nous demandait pourquoi vous nous quittez. Tout s'est bien passé, on a eu nos infographies, on a eu nos livres blancs, et on a eu nos articles, mais on n'a pas eu de conseil. Je vous l'avais proposé pourtant. On va faire une nouvelle compétition et ça nous permettra d'avoir de nouveau du conseil. Donc aujourd'hui, au sein de l'offre plus, on a repackagé les offres pour que le conseil soit présent en permanence. C'est au cœur des offres. Ça nous permet d'être un peu moins cher sur l'exécution et de rééquilibrer les choses entre le conseil et l'exécution. Mais on pense que s'il n'y a pas de conseil tout le long, si on n'a pas un accompagnement main dans la main avec le client qui soit pas celui d'un chef de projet qui exécute ou qui déroule un plan, mais qui soit celui vraiment d'un consultant qui est capable de challenger, d'arbitrer, de dire finalement cette infographie ça marche pas, on fait autre chose. Avec donc ce système de points qui apporte l'agilité, on se plante. Et donc là, c'est au cœur de toutes nos offres de renforcer ce rôle du conseil stratégique, de faire ce pilotage par les résultats qu'on évoquait tout à l'heure, d'être dans une adaptation du budget aux circonstances, et on a cette flexibilité-là par les points. Et puis un autre élément qu'on renforce, et ça on n'en a pas encore beaucoup parlé un peu dans la vidéo, c'est cette nouvelle plateforme qui nous permet de renforcer la digitalisation des processus. C'est vrai qu'avec 1 minute 30, on est très très bon en digital jusqu'au moment où on génère un lead. Avec les contenus sur le site, le trafic, les livres blancs, le marketing automation, on est très digitalisé dans notre prospection. On génère des leads en continu, de façon automatique. C'est assez génial, ça nous a vraiment permis de nous développer. Mais à partir du moment où on a un lead, on a un premier rendez-vous avec nos commerciaux, nos échanges téléphoniques, petite gestion commerciale. Après, il y a un chef de projet qui fait des mails de son côté, qui a un autre outil qu'on a appelé Delivery qui permet de suivre la qualité du projet. Et on est dans un truc un peu où on a plein de communications qui partent dans tous les sens. Une des forces de ce qu'on met en place aujourd'hui aussi, c'est cette nouvelle plateforme qui permet de centraliser toutes les relations qu'on a avec nos prospects une fois qu'ils sont prospects. Donc, une fois qu'ils ont téléchargé un livre blanc, ils vont rentrer dans notre communauté, dans notre plateforme qu'on a appelée plus d'1 minute 30, comme l'offre, plus.1minute30.com. C'est pas encore lancé, mais ça va être lancé tout prochainement. Et dans cette plateforme, on va pouvoir retrouver toute la gestion commerciale, l'achat de nos contenus sur 1 minute 30 TV, la gestion de projet, la facturation, etc., etc.
pour que tout soit centralisé et qu'il y ait un lieu unique, le suivi des KPI et des indicateurs de résultats, parce que ça, c'est au cœur de l'offre, de vraiment piloter par vos résultats. Tout ça va se retrouver centralisé et va nous permettre d'avoir une meilleure qualité de service et une vraie digitalisation des processus. Victoria. Alors, on arrive à, je ne veux pas dire l'essentiel, parce que les 4 verbes sont aussi importants les uns que les autres, mais effectivement, c'est créer, qui est l'âme d'une société et qui d'ailleurs lui permet d'être pérenne. Alors, créer, c'est comment ajouter de la valeur à ce qui existe et qui n'existe pas encore pour vous offrir ce qu'on appelle le marketing de l'offre. Je te laisse la parole. Or, créer la stratégie d'hypercroissance, ça c'est vraiment le lancement. L'agilité et l'ajustement dans le quotidien grâce au système de points, c'est une nouveauté. Surtout mixer conseil plus points. Il y a déjà des packages qui se faisaient avec des points aux États-Unis. Moi, j'avais regardé ça en 2012. Je n'avais pas réussi à l'implanter parce que c'était pas assez lisible. Là, vraiment, de mixer conseil et points le rend plus accessible parce que c'est pas le client qui choisit tout seul comment il utilise son budget. C'est vraiment accompagné par un consultant et avec d'ailleurs un macro plan d'action initial. On part pas dans le bleu, mais on ajuste un plan d'action en permanence et on a cette flexibilité-là. L'accompagnement par le consultant certifié tout au long de la création du projet. Et la notion de certification est très importante. Je vous invite à vous inscrire à notre webinaire, enfin à suivre le webinaire de mercredi pour voir tout ce que nos consultants certifiés vont devoir avoir acquis comme compétences et qu'on va leur transmettre lors de leur formation présentielle. Ça, c'est très important pour ceux qui souhaitent être consultants. Il faut absolument la mercredi pour suivre. C'est une formation très exigeante pour que nos consultants aient une vraie polyvalence et une vraie capacité d'accompagner les clients, de les conseiller. Cette formation 360 des consultants, en partenariat avec le MBA MCI, c'est la présence du cercle des experts auquel tu appartiens et auquel on a aussi des experts externes, avec cette idée de pouvoir les associer au projet pour pouvoir les appeler quand on a besoin d'une expertise particulière pour renforcer le consultant 360 degrés, parce que bien sûr, s'il est trop polyvalent, il est moins expert qu'un expert qui n'est qu'expert. Donc, c'est créer ces binômes-là. Un nouvel élément qui est nouveau, et on vous en parlera jeudi, c'est on a trouvé un partenaire pour financer nos clients sur nos projets, donc pour financer des projets de marketing, communication et vente qui n'existent pas classiquement dans les banques. On a fait appel à Lendix et on a une offre innovante à vous présenter avec Lendix. Et donc dans le webinaire de jeudi, j'aurai la chance d'être avec Olivier Goua, qui est le fondateur de Lendix, qui vient de lever 37 millions de dollars. Donc c'est une des très belles levées de fonds qui s'est faite en France. C'est un serial entrepreneur, il nous parlera d'hypercroissance et on parlera bien sûr de cette offre qu'on a pour financer nos clients et pour leur faciliter la mise en place de projets marketing, communication et vente. Voilà pour cette matrice ERAC. On a une slide assez dense pour la résumer. Vous allez recevoir tout ça aussi dans le replay. Les slides seront présents sur SlideShare. J'ai vu une petite note sur le fait que on avait des vignettes en mobile. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Jérémy, si tu peux regarder. Mais si vous n'arrivez pas à tout lire, vous aurez accès à tous les contenus dans le mail de replay. Ce sera présent sur SlideShare, y compris la vidéo est déjà présente sur YouTube. Si vous voulez la re-regarder, la consulter, la partager, la liker, on sera ravis. Jérémy, d'ailleurs, tu peux la partager sur nos réseaux sociaux, la vidéo, maintenant qu'elle est officialisée, on peut la communiquer largement. Voici le résumé de notre matrice ERAC. Donc, vous voyez, dans cette matrice, c'est un des talents de chaque guide, c'est que, effectivement, ça paraît très clair de voir qu'après une réflexion sur ce qu'il faut exclure, ce qu'il faut renforcer, ce qu'il faut atténuer, il ne reste plus qu'à créer et à justement promouvoir cette offre. Je vois un petit mot là, on parlait pourtant, je voyais le petit mot de Gaël qui disait que les agents souhaitent l'hyperspécialisation. Je suis d'accord avec vous, mais je dirais souhaiter. Pendant la période où les agences 360 n'avaient pas acquis le digital au cœur de leur process, les clients avaient besoin d'hyperspécialisation. Ils ne pouvaient plus faire confiance aux agences et donc aller chercher une vraie expertise sur chacun des leviers. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le digital est devenu tellement omniprésent que c'est plus une spécialité, qui a encore des spécialités un peu techniques, mais qu'il faut réappréhender l'ensemble des outils marketing, communication et vente à l'aune du digital, mélanger ce qu'on faisait avant avec ce qu'on fait aujourd'hui et retrouver un rôle de conseil et d'arbitrage. C'est en cela que
pour moi, le 360 est de nouveau à la mode, est de nouveau important, mais un 360 avec le digital au cœur et que ce soit pas un 360 comme ça l'était un peu à l'époque, plutôt centré sur la créa, sur l'idée créative. Là, c'est un 360 qui est centré sur la croissance, la stratégie de croissance, les différents leviers pour mettre en place cette croissance et plus la big idea créative. On continue l'analyse océan bleu avec le canevas stratégique? Tout à fait. Alors, il faut bien comprendre que dans l'océan bleu, vous avez une deuxième méthodologie de Shamkin qui a fait ses preuves. Le canevas stratégique est né avec d'ailleurs le Cirque du Soleil. Vous voyez, je vous donne un exemple, c'est que le Cirque du Soleil était un cirque canadien qui faisait faillite. Et pourquoi? Parce que c'était un très bon cirque, mais ils avaient les mêmes outils, je dirais, de médiatisation et les mêmes manifestations que tous les autres cirques, avec des clowns, avec aux États-Unis plusieurs pistes d'ailleurs, et il y avait des cascadeurs, il y avait des gymnastes, et puis il y avait toujours le même public, les enfants, mais évidemment il y avait tellement de concurrents d'autres cirques plus authentiques peut-être, et ça ne marchait pas. Eh bien un jour, d'ailleurs le patron du Cirque du Soleil avait un nom très joli, s'appelait La Liberté, vous voyez, un nom très agréable pour un Canadien. Eh bien, il a fait appel à Shamkin, et Shamkin, grâce au canevas stratégique, c'est là qu'il l'a inventé, il a étudié les différents autres cirques, c'est-à-dire tout ce que faisait la même chose en général dans le monde entier, et il a identifié par le canevas stratégique l'espace vierge que n'avaient pas les cirques, c'est-à-dire de faire un spectacle où il y avait de la musique, où il y avait des acteurs, où il y avait des comédiens, et où il n'y avait plus ni les animaux, ni le clown. Vous voyez, on peut arriver à avoir des espaces vierges tout à fait étonnants. Et aujourd'hui, le Cirque du Soleil est une des plus brillants succès dans le domaine de l'amusement. Alors, nous allons voir comment ça se passe. Eh bien, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un canevas stratégique? Donc, en abscisse, vous avez les valeurs hautes ou faibles, enfin, on parle de faibles et hautes. Et puis, sur l'abscisse, vous avez les plus-values de chacun des acteurs dans un espace. Alors ici, 1 minute 30, ça a voulu se comparer, vous voyez, avec ESN, les entreprises de services numériques, avec les entreprises de conseil, on peut dire Pricewaterhouse ou d'autres, les agents de pub, les confrères de 1 minute 30, et puis 1 minute 30. Alors, dans un premier temps, vous ne voyez pas apparaître le point rouge, parce que nous allons laisser après à Gabriel de Soie nous montrer. On aurait pu faire un point violet d'ailleurs, je me rends compte. On a raté notre cohérence. Voilà, tout à fait. Donc, vous voyez apparaître, je ne vais pas détailler, vous le verrez vous-même dans le PowerPoint, c'est que l'on a mis en abscisse des points signifiants des structures qui viennent évidemment appuyer leurs prestations. Donc vous voyez en bas, efficacité avant-vente. Ça correspond au point qu'on a évoqué aussi dans la matrice ERAC. Efficacité avant-vente, c'est toute la capacité à faire une avant-vente qui ne soit pas trop coûteuse. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur les ESN. L'avant-vente, quand on vend quelqu'un à la journée, elle est assez facile. On discute d'un tarif, on présente le consultant, on présente le développeur. Et si le développeur plaît, la vente est faite et il n'y a pas besoin de faire toute la stratégie gratuitement. Il n'y a pas besoin de dérouler une méthodologie. La seule chose qu'on vend finalement, c'est un CV et un prix. Et en cela, c'est très efficace. Et ce qui fait que les ESN connaissent des croissances énormes. Nous, on a un client ou un prospect qui est passé de 0 à 1000 personnes parce qu'il a très bien su mettre ça en place. Et c'est beaucoup moins compliqué que de vendre une créa, où il faut faire la créa sur mesure à chaque fois pour un client. Ça, c'est ce que font les agences. Et entre les deux, il y a les boîtes de conseil qui, elles, vendent des méthodos. Et ça, c'est un peu l'entre-deux. On construit la méthodo, on présente ce qu'on va faire, on présente l'équipe de consultants, mais on ne fait pas le travail comme le font les agences ou comme le font les architectes, parce que les architectes sont un peu dans la même situation, où ils dessinent les plans des bâtiments avant même de savoir s'ils vont gagner. Et donc, vous voyez apparaître ici que l'efficacité avant-vente des agences, évidemment, est moindre que l'efficacité d'une société de services numériques. Voilà. Après, si on continue, les boîtes de conseil font plus de conseils, un conseil de meilleure qualité que les agences et encore plus que les ESN. Après, tout est discutable. Je veux pas. C'est pas une analyse qui est complètement étayée, mais qualitativement, ça se tient. La créativité est plus forte chez les agences que chez les ESN et encore plus que les consultants étant au milieu. Et je sais, c'était quoi le dernier point? Tu le vois, Victoria, ou pas sur les slides pour qu'on puisse le lire? Je le connais plus par cœur.
et il tombe au mauvais moins. On a mal pensé la vignette. Qualité des services. Et la Oui, qualité c'est de ça. service, c'est vrai qu'on a une qualité plus soutenue, plus forte chez les consultants, qui sont payés quand même assez cher, un peu moindre chez les agences, et là, on doit progresser. Et les ESN, ça Ils dépend font leur vraiment job, des et puis, consultants voilà. et du profil gagné. On continue? Alors, quand vous voyez, comme l'a dit Gabriel, c'est pas évidemment des analyses quantitatives qui nous a permis de faire ce schéma, mais vous voyez simplement que selon les structures, ils sont plus ou moins forts dans certains domaines et plus ou moins faibles dans d'autres. Donc voilà, on a analysé sous l'angle de l'agilité, en donnant la prime au conseil. Sur la maîtrise budgétaire, on mettait les conseils et les agences à peu près au même endroit. Les ESN assez faibles parce que finalement, le nombre de jours passés dépend. On maîtrise le budget jour, mais on maîtrise pas ce qui est réellement produit. Une polyvalence potentiellement plus forte chez les cabinets de conseil, mais ça se discute. Le dernier point, c'est quoi, Victoria? Formation. Formation, ouais, les cabinets de conseil sont un peu meilleurs et ils partagent plus, ils forment plus, ils font des livrables plus soutenus le plus souvent. Alors, effectivement, vous voyez apparaître une constatation, c'est que les acteurs, selon leur spécificité, répondent à un certain nombre de besoins, d'ailleurs avec succès, mais ils sont plus faibles dans d'autres. Et donc, vous voyez, il y a une sorte de règle, enfin de différents éléments qui font que le client, à la fin, n'est pas satisfait vis-à-vis de tous les besoins qu'il demande. Donc, c'est vraiment cette analyse qu'on a faite pour construire notre matrice ERAC et pour vraiment créer notre offre différenciante. Je t'invite à passer sur le dernier point. Alors, de façon un peu prétentieuse ou en tout cas affirmative, on pense et on espère que l'offre plus va nous permettre d'être au top sur l'ensemble des critères pour apporter, pour que ça nous coûte moins cher en avant-vente, pour apporter plus de conseils, plus de créativité, plus de qualité de service, plus d'agilité, plus de maîtrise budgétaire, plus de polyvalence, plus de formation, plus de stratégie digitale à nos clients. C'est vraiment notre ambition que d'apporter cette offre qui n'existe pas parce qu'elle marie conseil et service, parce qu'elle a cette flexibilité par l'usage des points, parce on forme de façon approfondie nos consultants pour qu'ils aient un socle d'expérience et d'outils qui soient similaires. On a tout mis en place pour avoir, je l'espère, une offre qui nous permette de passer en hypercroissance, qui permette de faire passer nos clients en hypercroissance pour que on se sorte du lot, sortir du rang, ça fait partie de notre signature, en termes de proposition de valeur à nos clients et en termes de capacité à grandir et à continuer notre propre hypercroissance à nous. Est-ce qu'il y a encore une dernière slide? Oui, de présentation. Alors, avant de prendre les questions, effectivement, j'ai un peu évoqué les différents webinaires de la semaine. Il y en a encore 4. Demain, je serai avec François Perret, notre directeur des agences à Lyon et à Aix, qui a imaginé ce système de points. On va vous présenter plus en détail l'offre plus et ses 4 composantes, co-conception, coproduction, copilotage, support et solution. On va rentrer plus en détail là-dessus. On a fait une superbe belle rosace pour présenter ça, une rosace animée, vous verrez ça demain. Et violette, bien sûr, cette fois-ci, on ne s'est pas planté. Ça, c'est un des éléments de la présentation de demain. On va aussi vous présenter des témoignages de clients qui sont sur cette offre plus depuis le début de l'année et qui en sont très satisfaits autour de cette agilité, autour des points. Enfin, on va vraiment rentrer plus en détail de l'offre parce qu'on a vraiment réussi à packager toutes les étapes. Le webinaire de mercredi, je vous le disais, est très important pour ceux qui veulent nous rejoindre et devenir consultants. Ce sera avec Alexandre Stopnicki, qui est le directeur du MBA MCI de l'Institut Léonard de Vinci. C'est le meilleur MBA digital de France. Et avec lui, on a conçu le programme de cette formation. C'est le MBA MCI qui le signera, le certifiera, parce que c'est une formation certifiante éligible en partie au CPF. On va détailler tout ça, détailler les prérequis pour devenir consultant et tout ce que ça va être aussi comme bénéfique pour des consultants indépendants de nous rejoindre. Ça, c'est mercredi. Jeudi, on est avec Olivier Goua, je vous l'ai dit, le patron de l'Endix. On va parler de notre offre de services communes et du fait qu'on pourra financer des projets marketing, communication, vente grâce à l'Endix. Et on va aussi parler de sa propre hypercroissance et de sa dernière levée de fonds. Et vendredi, je serai avec François Genestin, qui est le fondateur de Simplicité. C'est une plateforme APaaS, Application Platform as a Service,
qui nous a servi pour développer plus d'1 minute 30 la plateforme qu'on vous présentera en avant-première vendredi avec des cas clients, avec des cas d'usage de la plateforme qui est presque prête pour être mise en ligne. Je pense qu'on la mettra en ligne courant juillet, où vous pourrez tous récupérer à partir de juillet vos contenus sur cette plateforme, les livres blancs, les vidéos, 1 minute 30 TV, vos devis, etc. Tout sera centralisé sur cette plateforme-là. À partir de juillet, on verra une démo vendredi. Voilà, mais merci beaucoup. Je vous invite à déjà venir nous suivre les autres webinaires, donc demain, après-demain, toute la semaine, et puis à nous poser vos questions si vous le souhaitez. Là-dessus, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Utilisation de l'intelligence artificielle pour mettre en place l'hypercroissance chez les clients. Question de Coralie. Alors, c'est un peu tôt pour parler d'intelligence artificielle associée à l'hypercroissance, mais il y a une ambition quand même de commencer à collecter de la data. Et pour nous, cette plateforme, elle va aussi collecter des data d'indicateurs de résultats des clients pour les suivre, pour pouvoir les piloter, pour pouvoir les arbitrer et peut-être nous créer une base de données qui va nous permettre de voir quel levier produit quels effets. Si on a d'un côté les briefs et les actions entretenues et de l'autre côté les indicateurs, on va pouvoir potentiellement, alors de façon un peu statistique et bien sûr anonymisée pour tout le monde, avoir une forme de capacité à nourrir un jour peut-être, parce que les intelligences artificielles ne sont pas encore nécessairement à ce niveau-là pour ça, mais à nourrir une intelligence artificielle pour commencer à se faire aider dans quelques années, je m'engage pas trop, à ce que nos consultants soient aidés par une intelligence artificielle pour suggérer des stratégies, faire des arbitrages, etc. C'est ce que fait déjà AdWords avec ses plateformes dans tous les mécaniques de pilotage automatisé de campagne sur AdWords, etc. Donc il y a des choses qui sont faisables, mais il faut réussir à collecter la donnée. C'est ce qu'on va essayer de faire en partie grâce à la plateforme. D'autres questions? Non, il y a juste Eric qui demandait si on envoyait la presse aux inscrits. Oui, on envoie un replay tous les soirs. On va aussi faire un résumé sur notre blog. Enfin voilà, un lancement ne s'arrête pas le jour du lancement. L'idée, c'est de marquer le coup avec une date et puis après de capitaliser sur tout ce qu'on a fait pour continuer à faire vivre ce lancement. Ça, c'est une vraie expérience d'ailleurs à partager autour de ce lancement. Ça fait 2 mois qu'on est tous mobilisés pour préparer ce webinaire. Merci d'ailleurs à toute l'équipe, à Jérémy, à Victoria, à Anna, à Raphaël, à Lucas, à Gabriel, à l'autre Gabriel, à Marc-David, à Bertrand. J'en profite, tout le monde a beaucoup bossé pour que, à Laurent aussi, Alvin qui a fait une nocturne sur la vidéo que vous avez vue. Merci à tous. C'est un lancement, c'est super parce que ça mobilise aussi les équipes. Ça permet d'aller plus vite, de casser un peu les process pour qu'on arrive au résultat. Ça, c'est un des actes forts du lancement. Et il faut se dire qu'il y a un avant, un pendant, un après. Ça, c'est souvent le cas dans la communication. Ça fait un très bel article là-dessus. Ben, il y a l'avant le lancement où on crée le teasing, on crée la mobilisation interne. Il y a pendant le lancement où on partage avec vous, avec ceux qui sont présents, la vision. Et on est content d'avoir des échanges. Et puis après, il y a le après le lancement où tout ce qu'on a mis en place comme outil, la rosace, la vidéo, ces slides, le fait qu'on s'est dépêché pour que la plateforme soit à peu près prête, etc., ben, va servir pour faire du vrai business. Donc, il ne faut pas du tout le voir comme un truc qui s'arrête à la fin de la semaine. C'est un point de départ, c'est un point d'orgue, et il y a une vraie continuité, et c'est ça qui est sympa. Et merci vraiment à toute l'équipe d'1 minute 30 qui a fait en sorte que alors, ce lancement qui n'est pas fini soit une réussite et que tous les outils soient à peu près prêts, que les équipes commerciales soient mobilisées. Si il y a des annonceurs dans la salle, allez sur Contact 1 minute 30 pour prendre contact dès maintenant avec nos équipes commerciales qui attendent beaucoup de fils et vos leads entrants. Les consultants et les annonceurs, ben, demain vraiment vous aurez une vision plus précise de l'offre. Mercredi, la formation. Jeudi, l'Index. Vendredi, simplicité. Encore des questions? Il y en a une de Sébastien, oui. Est-il possible d'avoir une offre aussi complète que vous pour le client quand on a une petite structure de conseil ou est-ce réservé aux grosses agences comme la vôtre? Alors vraiment, ce qu'on va apporter, c'est peut-être l'intérêt aussi de nous rejoindre en tant que consultant, c'est que ce qu'on fait à travers la plateforme, c'est qu'on permet de recomposer les briques. On forme des consultants polyvalents qui vont être capables d'accompagner le client, d'intermédier entre les différents leviers. Et on associe dans la plateforme, un peu comme le font Malte ou Creans, des talents
experts, rédacteurs, infographistes, experts du marketing automation, experts d'AdWords, etc., pour pouvoir réaliser les prestations. Donc, on ne va pas tout faire en interne, on va réussir à créer le package 360 sans nécessairement avoir toutes les compétences en interne. Et c'était justement l'une des limites à notre croissance, c'était de se limiter sur nos compétences internes. Moi en conseil, nos graphistes, et on n'avait pas toujours la bonne expertise en interne qu'on allait chercher, mais pas de façon systématique, sans bien les référencer, etc. Aujourd'hui, vraiment, à travers l'outil, à travers les process de la plateforme, à travers la formation consultant, on est capable d'offrir un 360 de qualité avec tous les maillons de la chaîne qui sont testés, qui sont éprouvés, qui sont renforcés, qui sont spécialisés, qui sont formés. Il me reste aussi également à vous remercier de votre écoute et de votre attention. Merci beaucoup. Que répondez-vous, Eric Henry, aux agences qui vous disent que la mise en place d'une strat inbound coûte cher? Alors moi, je me permets de répondre parce que pas du tout. C'est là, je dirais, le conflit latent, c'est que intellectuellement, on peut penser effectivement que la rentabilité se fait progressivement puisqu'on n'a pas immédiatement le retour sur investissement, mais dès le départ, une start-up, par exemple, si elle dispose de 3 leviers qui est le site, le blog et le community management, aura des leads. Mais ça coûte plus cher que de dépenser 100 € sur AdWords. Exactement. C'est certain. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs seuils. Si on a vraiment très peu de budget, qu'on est un petit commerçant, un artisan, les mécaniques de type AdWords, de type Facebook, où on peut dépenser 10 € par jour, une centaine d'euros par mois, etc., peuvent fonctionner, et produire du contenu, ça va tout de suite coûter quelques milliers d'euros par mois. Mais on va dire, dès qu'on a ces quelques milliers d'euros par mois, très souvent, et j'ai des réserves sur très souvent, mais très souvent, l'inbound est la bonne solution. Et puis après, quand on a plus de 10 000 € par mois, il faut mixer de l'inbound avec de l'outbound, mais beaucoup plus lourd, pas que de l'AdWords, des plus gros budgets AdWords, des budgets publicitaires et médias traditionnels, etc., etc. Il faut vraiment être dans cette logique d'arbitrage et d'adapter sa stratégie au budget dont on dispose. Merci à tous. On se retrouve demain, 11h. 14h, pardon. On a créé des petites subtilités. 14h demain avec François Perret et 11h de nouveau mercredi et de nouveau 14h demain. On fait un peu d'A/B testing sur les horaires pour voir quel est l'horaire qui convient le plus à plus de monde. Enfin voilà. On A/B teste tout, ça fait partie de notre stratégie aussi. C'est ça, à demain tout le monde. À demain. Merci Victoria.